va traiter dans ce webinaire d'une thématique qui est liée aux enjeux liés à l'externalisation des tests logiciels dans les entreprises aujourd'hui. Pourquoi externaliser des tests logiciels et comment, les questions à se poser, les problématiques qui peuvent arriver, les retours d'expérience qu'on peut avoir. Donc, moi, je suis Julien Vanquois Québec, donc je suis un des responsables de la société All4Test, qui est un pure player sur le test logiciel depuis 15 ans maintenant. On va vous présenter un petit peu comment on a structuré des solutions pour les entreprises qui souhaitent externaliser une partie de leur test logiciel. Et il y a donc Julien Maire qui va se présenter, tout simplement. Alors voilà, très rapidement, je m'appelle Julien Maire, je suis ce qu'on appelle un coach QA et je vais avoir 43 ans, donc j'ai 42 ans. Je suis freelance. Voilà, je vais essayer de vous accompagner aujourd'hui et de répondre à certaines de vos interrogations par mon intervention durant ce webinaire. Voilà. Donc, Julien sera plus sur la partie vraiment retour d'expérience sur un projet sur lequel il était test leader et il a dû justement externaliser une partie des tests à l'étranger. Ce n'était pas sur le All4Test à l'époque. Donc, c'est vraiment un retour d'expérience qui est propre à son vécu et qui nous semblait intéressant en termes de témoignage, et pas simplement de présenter une offre commerciale. Ce n'est pas du tout l'objectif de ce webinaire. C'est vraiment essayer d'aider les gens qui ont cette problématique à se poser, est-ce qu'on doit externaliser ou pas, les avantages, les inconvénients et les bonnes pratiques à avoir d'une manière générale. Je te laisse avancer les slides de Julien et puis je vais commencer sur cette première partie, donc sur effectivement All4Test. Donc, comme je vous le disais, la société, donc on est un pure player sur le test et d'une manière générale, plus sur la qualité logicielle, qu'on appelle Quality Engineering maintenant. C'est vraiment une approche globale de la qualité. On est présent à Paris, Sofia, Bordeaux, Lille et Tunis. Ça représente aujourd'hui environ 60 collaborateurs. Outre l'aspect ESN, on organise plusieurs événements dans l'année liés au test logiciel, donc que ce soit des webinaires comme aujourd'hui, des meet-ups. Il y a aussi la soirée du test logiciel qui a lieu une fois par an à Sophia Antipolis, dans le sud de la France, au mois de décembre. D'ailleurs, ça on fait avec Telecom Valley. Il va y avoir un appel à speakers. Si vous êtes une société basée en France et que vous souhaitez parler de quality engineering, comment vous le gérez dans votre entreprise, les retours d'expérience sur lesquels vous aimeriez communiquer sur une méthode, un outil, vous allez pouvoir le faire sur cet appel à speakers. Voilà. Puis comme je vous le disais, n'hésitez pas à rester connecté sur nos pages LinkedIn ou sur notre site web dans le blog du testeur. Alors, quels sont souvent les enjeux des sociétés qui se posent la question de l'externalisation? C'est effectivement souvent pour optimiser, gagner en qualité, en sachant qu'il n'y a pas forcément dans toutes les entreprises des équipes d'experts en test logiciel. Et donc, c'est un des enjeux, c'est comment je vais optimiser la qualité de mes équipes de test. Donc, ça, c'est vraiment l'efficience de l'équipe qualité. Et par conséquence, normalement, on espère tous comment je vais améliorer la qualité de mon produit. L'idée, c'est de gagner en temps également, c'est-à-dire que on va pouvoir augmenter les effectifs liés au test et donc réaliser plus de tâches dans un temps plus court. Et en flexibilité, où on va pouvoir monter des équipes rapidement sans attendre 3-4 mois d'embaucher telle ou telle personne. Tout ça, normalement, en diminuant les coûts, ce qui est quand même l'objectif de l'externalisation, en tout cas sur certains projets. Donc, en synthèse, tester plus rapidement, diminuer les coûts, garantir la qualité et apporter de la valeur ajoutée. Donc, comment répondre à ces enjeux et trouver cet équilibre sans ralentir l'agilité, parce que la plupart des entreprises aujourd'hui travaillent en mode agile. Donc, on peut appeler ça le quality at speed.
d'une manière générale. Donc, c'est cette capacité à trouver l'équilibre entre les enjeux de rapidité, de coût et de qualité. Et ça, on peut le faire du moment qu'on a une approche, on va pouvoir faire la qualité, quality by design, quality engineering, donc avoir une approche globale de la qualité. Donc, bah, aujourd'hui, une des questions sur lesquelles on va essayer d'apporter des éléments de réponse, c'est ça, c'est pourquoi externaliser une partie de vos tests logiciels. Donc, plus sur la qualité, effectivement. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est vraiment cette capacité à mettre en place une véritable stratégie par rapport aux enjeux. Donc, ça peut être une stratégie d'automatisation de tests, ça peut être une stratégie de test global, ça peut être une politique qualité globale dans l'entreprise. Souvent, c'est des thématiques qui sont peu formalisées dans l'entreprise et le fait de sous-traiter, vous allez devoir, avec nous ou avec le partenaire que vous allez choisir, devoir préciser votre stratégie, donc les enjeux, comment on va mesurer les KPI, les CELA, qui fait quoi, etc. Et donc ça, ce formalisme va faciliter cette approche, mais il y a aussi des méthodes de travail collaboratif comme le BDD, la TDD, voire le MBT, tout ce qui est modélisation graphique de vos processus de test. Des nouvelles méthodes qu'on peut vous mettre en place à l'occasion de l'externalisation des tests pour faciliter la communication entre les trois amigos de l'entreprise, c'est-à-dire les PO, les devs et les QA. Donc, gagner en temps, comme vous le savez, les itérations liées au test, souvent on est sur des sprints de 2 semaines maintenant, 2 ou 3 semaines dans les entreprises. Et inclure la conception des tests, l'exécution, voire l'automatisation des tests, ce n'est pas évident dans un seul sprint. Et donc, c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur des ressources qui sont vraiment scalables ou répartir dans une équipe des tâches de test, c'est-à-dire des gens qui vont faire du test manuel, d'autres qui vont faire du test automatisé, mais aussi du test de performance, si besoin, test de sécurité. C'est très compliqué dans une entreprise d'avoir toutes ces expertises. Et donc, nous, en tout cas, ce qui peut être intéressant dans le fournisseur que vous allez choisir pour travailler avec vous, c'est qu'il ait ces capacités à activer, quand c'est nécessaire, des ressources rapidement avec des profils différents et complémentaires. Ça fait partie des choses qu'il faut vraiment vérifier côté fournisseur. À diminuer les coûts, donc effectivement, il peut y avoir 2 approches, de faire de l'externalisation en restant en l'occurrence en France. Donc, ça peut être en province par rapport à Paris, déjà, ça peut être déjà le plus intéressant. Ou à l'étranger, en nearshore, ça peut être nous, on a une plateforme en Tunisie, mais ça peut être dans d'autres pays sur lesquels, si possible, les gens parlent français, anglais, avec peu de décalage horaire. Souvent, c'est les 3 critères qui sont quand même intéressants de vérifier. Et côté coût, nous, sur nos plateformes nearshore, on vise des optimisations de coûts de 30 à 40%. Donc, on peut travailler effectivement soit en mode assistance technique déportée, soit en unité d'œuvre. Donc, avec le temps, on connaît bien les tâches qu'il y a à faire. Et plutôt que de définir un coût journalier, on peut définir un coût par unité d'œuvre en disant, tiens, rédiger une stratégie de test, ça va prendre tant de temps, c'est tel forfait. Automatiser un cas de test simple, ça va être tant de temps, etc., etc. Alors, les phases types d'un projet d'externalisation, elles peuvent varier, mais souvent, ça va être découpé en 4 phases. Donc, vous avez une phase initiale sur laquelle vous allez avoir l'audit, définition de l'organisation, du workflow, la gestion des exigences. Est-ce qu'on a des plans de test ou pas? Parce qu'on a certains projets sur lesquels on n'a même pas de plan de test où les clients veulent l'externaliser, donc on est obligé de passer par un minimum de formalisme. Transfert des connaissances métiers, donc là, c'est plutôt l'inverse, c'est comment le client va transférer son savoir-faire métier aux équipes de TRA. Ça, c'est la phase d'initialisation. Après, il y a tout ce qui est paramétrage. Donc, c'est installation des outils, customisation des workflows, etc. Et puis, on commence un premier projet pilote où on va vérifier que les paramétrages sont bons, le plan de production, etc. Une fois que ça, c'est fait, on peut passer en mode vraiment TRA production, dans un mode nominal. Et là, c'est plus du pilotage, du suivi de qualité, gestion de vos KPI, gestion des risques.
process d'escalation en cas de problématique, etc. etc. Donc, voilà, c'est 4 phases que vous pouvez structurer si vous avez un projet d'externalisation de test qui peut vous être utile. Alors, sur les KPI à mettre en place, Julien parlera de ça un peu sur des projets concrets sur lesquels il a vécu. Là, on a voulu partager avec vous des indicateurs types. KPI, leur objectif souvent, c'est de mesurer l'efficience des équipes de test sur certaines thématiques, pas forcément la qualité du logiciel en lui-même. On peut mettre en place des KPI là-dessus, mais c'est des KPI différents. Donc, il y a différentes familles de KPI. Bon, je vais pas tous les lire ou les reprendre maintenant, mais voilà, vous pouvez y avoir accès facilement. En termes d'organisation, chaque entreprise peut s'organiser un peu de manière différente, mais souvent sur des plateformes de TRA, on va retrouver effectivement une organisation par projet, par équipe, donc un test lead avec ses testeurs, et en transverse des ressources partagées à temps partiel, de responsables outils, responsables méthodes notamment. Donc ça, c'est quand même à bien vérifier que c'est présent chez la personne avec qui vous aimeriez travailler. Puis, il y a une notion de réversibilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand la TRA s'arrête? C'est quand même des questions à se poser, à prévoir à l'avance et pas à la fin, parce que c'est trop tard au niveau contractuel. Donc, il faut prévoir ces étapes de coordination, de restitution et de bilan de restitution. Transfert du pilotage, transfert de compétences, restitution des moyens mis à disposition, etc. Donc, c'est des thématiques que vous devez prévoir dans vos projets de contrat d'externalisation. Bon, voilà, ça, c'est des exemples de projets de clients sur lesquels on peut travailler. Donc, là, on peut partager un retour d'expérience sur un projet qui est le projet SeLoger, sur lequel on a commencé déjà 4-5 ans avec ce client. Donc, SeLoger, eux, ils font la gestion d'annonces immobilières, c'est un site qui est assez connu en France. Donc, ils gèrent une dizaine de sites web. Il n'y a pas que SeLoger, il y a Belle Demeure, etc. Il y a plusieurs applications mobiles également. Et c'est une société qui a dû passer en gros de 30 à 300 personnes en 2-3 ans. Donc, il y a des gros problèmes de qualité. Ils se sont dit comment on peut améliorer rapidement ces problèmes de qualité. Et en tout cas, leur solution, c'était à l'époque d'externaliser les tests. Et on est parti sur une approche un peu hybride après, où on avait un test lead par équipe, par projet sur place à Paris, et le reste de l'équipe qui était à distance sur Tunis. Principalement des tests fonctionnels au départ. Et on a adapté notre organisation à leur maturité par rapport à l'agilité. C'est-à-dire qu'au départ, les tests, notamment les tests de non-régression, étaient faits à la main et décalés d'un sprint. Donc, on était à un sprint plus 1. Le temps que ça stabilise, etc., on n'arrivait pas à tester dans le sprint, mais ça ne posait pas forcément de gros problèmes. Et puis, avec le temps, on a vraiment mis un testeur par équipe agile, drivé par l'équipe, avec des tests qui se sont faits dans le sprint. Et troisième étape, automatisation des tests, une fois que le référentiel de test est stable. Soit automatisation décalée, soit le top à la fin, c'est vraiment d'arriver à automatiser une partie à la volée avec des approches comme le BDD, où on écrit des cas de tests qui soient automatisables directement. Ça permet quand même une économie, voilà, en termes de budget, de 40% d'économie pour ce client, diminution des surfaces de bureau, augmentation de la qualité. C'est quand même le principal. Et puis, une certaine flexibilité où on peut faire monter et descendre les effectifs des équipes pratiquement sous un mois. Donc, c'est assez rapide. Alors, sur les outils, je vais passer une question. Donc, les outils là qu'on avait mis en place, on avait commencé avec du TestLink et puis ensuite, le client a migré en Jira et X-Ray. Donc, en termes de techno, c'est du Jira X-Ray. C'est deux outils que vous retrouvez souvent sur le marché aujourd'hui. Et en test automation, il y a différents outils. Il y a du Cypress, il y a du RoboFramework, il y a de l'Appium pour les tests mobiles. Et après l'automation, souvent, il y a des enjeux de connexion aux chaînes de CI/CD. Donc ça, c'est encore
l'étape d'après où on va pouvoir évoluer vers du DevOps. Mais ce qui est intéressant dans ce retour d'expérience, c'est qu'il est possible d'externaliser des tests dans un environnement agile, dans un environnement de test automation avec du CI/CD. Ça demande beaucoup de méthodes d'organisation. Donc l'agilité, hein, c'est contrairement à ce qu'on pense, ça demande ça laisse peu la place à l'improvisation, ça demande beaucoup de méthodes. Mais une fois que les process sont bien huilés, que la personne elle soit dans le bureau d'à côté ou à Tunis, il n'y a pas de grosse différence. Alors, Julien, je te laisse la parole un petit peu sur ton retour d'expérience, ton contexte qui sera encore beaucoup plus détaillé que le mien. Alors justement, Julien, donne-nous un petit peu de détails sur la société sur laquelle tu as travaillé, tu as dû mettre en place ces process. Alors, la société, c'est une société basée en France, hein, qui est fondée en 2012 et donc qui demeure à ce jour le leader des systèmes de transport intelligent connectés, systèmes de transport intelligent connectés à destination donc des flottes de bus, ça gère donc les flottes de bus, les types de transport, en favorisant le partage d'informations en temps réel entre conducteurs, opérateurs, collectivités et usagers. Mais vraiment le cœur, le client final, c'est vraiment l'usager. C'est vraiment de permettre à tous d'avoir de l'inclusivité pour surtout donner la possibilité aux territoires un petit peu oubliés, les territoires ruraux, d'avoir une solution globale de gestion d'un réseau de transport. C'est leur objectif, hein. Donc, elle s'adresse au transport scolaire interurbain, urbain et à la demande. À la demande, ça concerne justement plus les territoires ruraux avec peu de lignes, peu de personnes. Donc voilà, c'est vraiment une solution qui englobe tout ça. Et leur enjeu, c'est d'apporter une rupture technologique, hein, qui permet justement à la fois une approche plus écologique en mettant en place du SaaS, moins de serveurs, donc système réparti, mais qu'elle soit aussi agile et puissante, 100% numérique pour faciliter la mobilité au quotidien, pour que tout le monde puisse en un clic se déplacer, que ce soit en train, en bus, en avion, tous les moyens de transport qui peuvent exister. Donc cette société, elle est basée en France, elle est basée dans la région Bourgogne-Franche-Comté, je ne la citerai pas, mais bon, si vous faites une petite recherche, que je n'ai pas l'autorisation, faites une petite recherche, vous la retrouverez. Voilà, j'en ai assez dit. Voilà, donc c'est une société fort intéressante. Alors, bon, en fait, quelles sont un peu les particularités de cette société et puis qu'est-ce qui t'avait motivé à rejoindre ce projet à l'époque? Alors, c'était qu'est-ce qui m'avait la première qu'est-ce qui m'avait intéressé quand on m'avait contacté justement pour la rejoindre, c'était croissance à 3 chiffres. Alors, je parle toujours de 4 chiffres, j'ai changé. C'est une croissance de 3 chiffres par an. Donc, si on fait un peu le calcul, quand je l'ai rejoint, c'était en 2021, ça fait plus de 3 chiffres, une croissance de 3 chiffres sur plus de 10 ans. Donc c'était déjà ça, on va dire, la première raison pour laquelle je me suis intéressé à la société. Ensuite, j'ai découvert que c'était une startup leader dans son domaine, hein, vraiment que c'était ce qu'on appelle une licorne, hein. Donc, c'était intéressant de rejoindre une société comme ça. Une stack engineering intéressante, c'était donc, comme je le disais juste avant, une approche écologique, vraiment, voilà, qui est intéressante, pour un petit peu en ces valeurs-là. Donc, tout ce qui est le SaaS, aussi le côté moderne, accessible de la solution, a été déployé sur des systèmes Android, sur des systèmes, voilà, la stack technique, c'était du Java, microservices, du PHP, des choses intéressantes, faciles je dirais, à tester, faciles à... C'est ça qui m'intéressait. Il y avait aussi une notion d'agilité. Alors, une notion d'agilité, c'était ce qu'ils voulaient mettre en place. Et comme je disais, une approche idoine de l'écomobilité. Donc, l'écomobilité, ça concerne quoi? Ça concerne le covoiturage, l'autopartage, l'écomobilité scolaire et toute l'inclusivité liée à l'écologie au niveau des transports. Et aussi, je dirais quand même, hein, c'est la raison, c'est pas tout d'aider une société, il faut avoir une motivation sur un poste particulier, une mission, et puis un besoin pour la société pour y répondre. Et donc, il y avait un poste de QA manager pour créer from scratch le service QA. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des testeurs, mais il n'y avait pas encore de service QA quand je l'ai rejoint. Voilà. Okay. Très bien. Je vais passer la suite. Comment ça va passer? Voilà. Donc, là, ce qui pourrait être intéressant, c'est effectivement d'affiner quels étaient les cycles de développement et la structure des équipes.
Alors, les cycles de développement, je dirais que c'était plutôt classique. C'était des sprints de 3 semaines, dont une semaine de test, qui est plutôt inhabituel parce qu'en principe, on a des sprints de développement et des sprints de test qui arrivent à se chevaucher, mais souvent, enfin, par expérience, j'ai remarqué que c'est un petit peu on va dire détaché dans le look. Mais là, en l'occurrence, c'était intégré. Par sprint, donc il y avait de 20 à 50, c'est 40-50 fonctionnalités par sprint, hein, que ce soit des nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs, on va dire divers changements. Il y en avait à peu près de 20 à 50. Et donc la structure des équipes, c'était 40 développeurs, plus ou moins, et 3 testeurs plus 2 automaticiens. 2 automaticiens. Pour moi, ces 2 automaticiens, ce n'étaient pas vraiment des testeurs, c'était des gens qui développaient, donc je ne les catégorise pas comme des testeurs. Voilà, qui étaient basés en nearshore. C'était des personnes, donc il y avait déjà une TRA qui existait, qui était déjà en place quand je suis arrivé. Et donc il y a un petit déséquilibre, hein, vous vous en doutez, 40 développeurs, 3 testeurs, il y a un petit problème. Hein. Chacun de ces automaticiens était en relation avec un nombre incommensurable de développeurs. C'était dans quel pays Alors, les automaticiens, ils étaient basés en Tunisie, un petit peu D'accord. comme ce que fait donc, très, très, très bien. Hein, l'intérêt, c'est que vous parlez bien la langue, la culture, même si ce n'est pas le même pays. C'est intéressant d'en venir après. Voilà. Et donc, ces teams de développeurs, on peut en parler, parce que 40 développeurs, ça veut tout et rien dire. Elles étaient découpées en trois, on va dire, trois grandes, en six équipes, plutôt, 6 équipes qui elles-mêmes étaient découpées, on va dire, dans 3 grands groupes. Alors, des groupes fonctionnels et métiers, hein. Il y a des groupes techniques et métiers plutôt. Il y avait un groupe legacy où il y avait 2 équipes, hein, pour la solution, le legacy de la solution, plus 2 autres équipes qui étaient orientées plus Android pour le développement, la partie Android, et une autre partie full web. Full web, du back office, front office, mais orienté web. Donc voilà, il y avait 3 grands groupes. Et donc, au final, il n'y avait pas de testeurs qui étaient par rapport au nombre de développeurs, et par rapport surtout aux contraintes techniques et fonctionnelles. Et donc, il y avait des contraintes pour être certifié parce que, bon, l'objectif de cette société, et comme toute société, hein, c'est tout à fait normal, il y avait besoin de certification pour répondre à des besoins de marché spécifiques dans le secteur public. Et donc, il y avait des délais qui incombaient, qui étaient liés à cette certification-là. Et C'était quel surtout, type de certification certification pour les régies de transport nationales, certification CNTP. D'accord. Donc, Toutes ces c'était pas lié fonctions. à une certification de qualité, mais plus une Non, 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 certification spécifique dans le métier, voilà, tout à fait. D'accord. Et il n'y avait Ça impactait un petit peu vos carrément, stratégies en fait. de test, oui. Carrément, ouais, parce que en fait, on nous demandait de livrer malgré tout, mettre en production, parce qu'il y avait des délais respectés. Donc, en fait, nos tests étaient repoussés. Il y avait un petit peu de la dette de tests qui s'accumulait. On ne pouvait pas aller. Non, mais ma question, Ouais, c'était est-ce que, il y avait des plans de test propres non, pas cette certification-là. imposés par le référentiel de certification? Non, 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 parce que du coup, Alors, c'était. ça peut arriver, hein, j'en parle, et ça permet juste une petite aparté. Par exemple, si on travaille avec des clients dans le ferroviaire, donc il y a des référentiels qualité, ISO nanana, qui va préciser comment il faut assurer la traçabilité des stratégies de test, l'archivage des plans de test, etc. Donc, le fait d'externaliser les tests aussi impose un certain formalisme qu'il va falloir prendre en compte dans la stratégie par rapport aux normes ISO que le client final doit respecter. C'est pour ça que ça fait partie des choses à vérifier si vous êtes dans ce cas de figure. Mais bon, là, apparemment, ce n'était pas ton cas, mais ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que je fais le petit commentaire. Oui, oui, c'était un petit peu, on va dire, artisanal. OK, pas de problème. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, il y avait quand même, il y avait, le dernier point, je parle d'aucune automatisation des tests. Il y avait des développements qui étaient faits, mais il y a rien de mise en production qui permettait d'aider les testeurs ou les développeurs en termes d'automatisation. Ouais. Donc voilà, on va parler de l'organisation rapidement, on va pas traîner là-dessus. Il y avait donc, pour parler un petit peu, on va dire, du cycle de développement, là, je parle plus, pas forcément de l'organisation, mais on va dire comment on arrivait au test. Il y avait le product design qui était fait uniquement par le PO, le technical design qui était fait uniquement par le dev. Ensuite, les stories, elles étaient communiquées au QA plus ou moins lors de la sprint review.
ils ne participaient pas nécessairement à la backlog review. C'est la photo que j'ai prise quand je suis arrivé, hein. Ce n'est pas moi qui l'ai mis en place. Ni la définition d'App4ID. Il y avait pas peu de prise en compte des remarques de l'équipe QA. Et donc, in fine, il y avait des tests incomplets ou non implémentés par rapport à ce manque d'informations. C'était très, très inégal, hein, selon les testeurs, selon les relations qu'ils avaient, selon aussi les développeurs avec lesquels ils travaillaient. Donc, il n'y avait pas de méthode, c'était très artisanal, c'était, on va dire, peu organisé. Alors, il y avait une vraie volonté de l'agilité, comme avec des sprints et de l'intégration continue au niveau des cycles de développement, mais pas dans l'organisation. Il n'y avait pas tout ce qui est très amigos, on en parlait tout à l'heure, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était compliqué de travailler dans ces conditions pour les testeurs. Quand je suis arrivé, j'étais un petit peu le sauveur, on va dire. Voilà. Alors, là, je me permets de... Voilà. Quel était le niveau de maturité des tests quand je suis arrivé? Alors moi, ce que j'ai fait, quelle maturité de la stack de tests? Alors, c'est des termes très génériques, hein. Je vais aller un petit peu dans le détail, parce que ça fait tout et rien dire. Et quand je parle de dette technique et fonctionnelle, donc il y avait une dette technique et fonctionnelle à la fois sur les tests et à la fois comment dire, les changements qui nous étaient livrés à tester. Parce qu'il y avait un manque de documentation, il y avait un turnover intense au niveau des développeurs et pas des testeurs, au niveau des développeurs. Donc, du coup, la qualité était inégale et des fois, il y avait des bugs qui auraient pu être évités si la personne connaissait mieux les sujets, connaissait mieux la stack technique. Et donc, il y avait une dette technique à la fois dans, dans les liés par rapport au test, mais aussi par rapport à la connaissance, et etc., des exigences. Donc, il n'y avait pas de documentation, donc c'était compliqué pour les personnes, pour les développeurs, etc. Je dirais qu'il y avait à peu près un nombre de bugs élevé, il y a à peu près 50% des bugs qu'il pouvait y avoir qui pouvaient être liés à cette dette-là, technique et fonctionnelle. Il y a donc le manque de documentation, le manque de maîtrise des frameworks de développement qui étaient mis en place. Il y avait vraiment un écart des juniors, des seniors, des sujets qui étaient confiés à des juniors qui n'auraient pas dû l'être, etc., au niveau d'aide. Donc, ça, in fine, ça donnait un nombre de bugs élevé en production, énormément de crises, hein, plus ou moins graves, hein, mais il y en avait régulièrement. Des retours clients, des choses qui n'auraient jamais dû être là, des choses qui n'avaient pas été testées parce qu'il n'y avait pas forcément tous les éléments, à la fois pour les devs et pour les testeurs. Justement, toi, en tant que responsable des tests, est-ce que tu avais accès, parce que souvent les outils de gestion d'anomalies entre la prod et le test sont différents, Ouais. des fois, ils sont connus, mais des fois, des équipes QA n'ont pas toujours une supervision de ce qui se passe en prod. Est-ce que toi, tu avais cette vision-là? Alors, il y avait Jira qui était mis en place quand je suis arrivé et c'était couplé avec Zendesk. Donc, ça tombait bien parce qu'on pouvait Zendesk. avoir. Voilà, ça Mais tu tombait avais bien. un Zendesk pour les tests et un Zendesk pour la prod ou c'était le même? Non, il y avait un Zendesk pour la prod qui était interfacé avec la Jira du projet qui me permettait de voir les problèmes, les crises, les problèmes que D'accord. remontaient. Voilà, donc, c'était intéressant de voir ça. Et vraiment Ok. couplé, il y avait des modules qui me permettaient de voir tout ça. Et, Hmm. voilà. Et donc, par fonctionnalité, au final, parce que c'était un petit peu inégal, il y avait 3 à 4 bugs par fonctionnalité. Alors, quand je parle de bugs, quand 3 à 4 bugs, ça peut paraître beaucoup. Il y avait 3 à 4 bugs. Lorsqu'on recevait une fonctionnalité, on détectait des bugs et ils étaient corrigés. Il y avait quand même déjà une perte de qualité dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu éviter certaines choses s'il n'y avait pas eu de dette fonctionnelle et de la documentation. Alors, il y en a qui vont me dire l'agilité, il n'y a pas de documentation. Vous verrez que si, hein. C'est pas si simple que ça. L'agilité, c'est pas on ne fait rien et puis on fait les choses très vite. J'y reviendrai après. Voilà. Donc, en gros, au final, les QA, ils testaient un petit peu au doigt mouillé parce que c'était un petit peu compliqué pour eux, avec ce manque d'infos, etc., d'exigences aussi, hein. Des exigences qui n'étaient pas forcément respectées à la fois par les devs, les PO, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, hein, mais ce n'était pas évident pour eux non plus. Et donc, au final, il n'y avait pas peu de tests unitaires qui étaient en rapport vraiment avec le besoin du client. Il y en avait, hein, il y avait de la revue de code, il y avait plein de tests qui étaient faits au niveau des développeurs de la qualité de code, mais en fait, qui n'étaient pas forcément qui étaient à côté de la plaque au niveau du métier. C'était pas évident. C'est pas évident pour tout le monde, à la fois pour les devs, pour les testeurs, parce qu'il y avait une organisation un peu particulière. Donc voilà. Quels étaient les autres soucis? Bon, oui, alors non, mais là, c'est moi qui te pose la question, Julien. Alors, essaye pas de m'appliquer mes questions. Merci. Oui, Ouais. bon, effectivement. Donc là, tu as présenté le contexte. Et donc, bon, ce qui est intéressant toujours, c'est de voir qu'est-ce qui ne marchait pas, quels soucis tu as rencontrés et puis comment tu as pu les solutionner. Est-ce que ça peut arriver peut-être aux gens qui nous écoutent, qui sont confrontés à ça?
Voilà, alors je me répète un peu dans les autres soucis, mais j'insiste là-dessus sur le problème de documentation. Je vais faire une petite aparté. L'agilité, ce n'est pas zéro documentation. C'est une documentation optimisée. Mais il y en a, on est d'accord. Parce que ce n'est pas les gros du waterfall avec des milliers de pages, tout ça. C'est vraiment de l'optimisation par rapport aux exigences. Ce qui peut être intéressant, c'est de travailler sur la notion de documentation vivante. Ouais, la documentation flexible et agile. Voilà, les BDD, les plans de test peuvent aussi servir de documentation. Oui. Et alimenter la partie Si métier. vous avez travaillé sur cette approche-là ou pas, ça peut être une approche. Exactement. Une stratégie de test, ça peut alimenter les exigences métiers, etc. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est vrai que il n'y avait aucun suivi de la société Nearshore, mais attention, donc, quand je vous parlais de la société Nearshore dans laquelle il y avait les deux automaticiens, il n'y avait aucun suivi, ils étaient plutôt laissés à l'abandon malgré eux. Voilà, c'était pas de leur faute. Je préfère parce que s'ils sont là, voilà. Et puis c'est vrai. Donc les QA, donc ils n'étaient pas intégrés dans l'expression des besoins et puis au final aussi dans le bilan qui était fait des changements. Déjà ils avaient énormément il n'y avait rien d'automatisé, il y avait énormément de tests manuels, il y avait énormément de choses qui leur manquaient, donc ils consommaient énormément de temps déjà à tester, ils n'avaient pas forcément de temps à côté, enfin du moins ils ne se donnaient pas le temps à côté pour aller rechercher des informations, c'est pas évident pour eux. La personne qui leur permettait d'avoir cet accès-là, quelqu'un avec de responsabilités, c'était mon rôle. Voilà. Et donc, il y avait une vélocité médiocre, une équipe QA, qui était causée par les contraintes précédentes. Et donc, surtout, vraiment, quand la contrainte la chose qui m'est vraiment, quand je suis arrivé, on m'a dit fais ça, c'est de réorganiser tout ça pour que rapidement, au final, absorber cette roadmap conséquente qui était liée à la certification dont je parlais avant, et l'intégration d'une nouvelle TRA. Pourquoi? Parce que le choix, qui avait été fait par la société que j'ai rejointe, était donc d'intégrer une nouvelle société pour justement absorber la charge qui allait tomber sur le coin du museau de la société en termes de fonctionnalité, etc., etc. Donc voilà. Très bien. Bah, du coup, effectivement, quelle stratégie tu as mis en place pour essayer de contourner ces problématiques, notamment sur l'automation? Bah, avant la stratégie, il y avait un contrat, je dirais, de départ sur lequel on s'est bien mis d'accord pour je dirais, avoir une certaine cohérence. L'idée, c'était d'automatiser 100% des tests de non-régression automatisés en 6 mois. Donc, c'était un petit peu ambitieux, mais bon, c'était un objectif, une guideline pour dire, voilà, dans 6 mois, on aura tout automatisé, même si c'est un petit peu ambitieux, je dirais, voilà. Disposer des ressources permettant d'automatiser à la fois les tests d'acceptance à chaque sprint, et au plus tôt, c'est un petit mot qui manque, excusez-moi. Avoir une plateforme de test automatisée sous 3 mois permettant donc monter la couverture et la fréquence de test pour accompagner les développeurs et les QA, parce que vu qu'il n'y avait rien, voilà, c'était l'urgence de mettre quelque chose en place pour que l'utilité de l'automatisation soit vraiment pertinente. Tracer, documenter et assurer le reporting sur la phase d'automatisation des tests. Donc, tout ça en accompagnant l'intégration d'une nouvelle TRA. Et donc migrer le patrimoine de tests d'un outil existant à un autre, de Squash vers X-Ray. Donc tout ça, c'était couplé en même temps avec 2 sociétés de TRA. C'est vrai que pour Ouais. rebondir là, sur ton 100% d'automatisation des TNR, c'est en fait, c'est pas forcément, enfin là, c'était peut-être l'objectif. Sur une TRA, c'est pas forcément l'objectif de base. Il y a vraiment une stratégie, c'est à affiner dans la stratégie d'automatisation. Il faut prendre en compte différents critères. Donc, il y a la criticité qui est liée plutôt aux gens du métier. Alors, ça peut être des criticités techniques ou métiers. Il y a le temps d'exécution de vos tests réalisés en manuel. Donc, si vous avez un test qui prend 3 secondes à exécuter, ça va être dur d'avoir une rentabilité sur l'automation, même s'il y a une fréquence d'usage importante. Par contre, si vous avez un test qui dure une demi-heure à exécuter et que vous avez une fréquence d'usage élevée, c'est-à-dire que vous la tournez à chaque sprint, à ce moment-là, vous allez le mettre dans les tests automatisés le plus vite possible. Voilà. Donc souvent, on essaie quand même de faire le tri dans tout ce qui est automatisé. Tout n'est pas intéressant d'automatiser.
Voilà. Et ça fait partie, je pense, voilà, du job du test lead de dire non, attendez, vous décidez ou vous avez envie de, mais ce n'est pas forcément rentable ou intéressant. Et voilà comment on va s'y prendre dans la stratégie pour optimiser l'effort de test, hein. Je pense que c'est cette notion d'optimiser l'effort de test. C'est une thématique qui doit être récurrente pour une TRA ou pour autre chose, mais surtout pour une TRA, en disant mais qu'est-ce qui est vraiment pertinent, sur quoi on doit se concentrer nos efforts, parce qu'on n'a pas toujours des budgets limités. Donc, si on a un budget pour, j'en sais rien, 5 personnes en TRA, il faut vraiment avoir une stratégie qui va optimiser l'effort de test de ces 5 personnes. Ça, c'est vraiment le rôle du test manager. Et là, pourquoi on avait fait ce choix-là? Parce que justement, comme je disais avant, il y a une énorme dette fonctionnelle, peu de documentation. Donc, la pertinence d'avoir des tests de TNR et ce qu'on appelle la math aussi en testing, pour certains savent ce que c'est, et ben, ça nous permet vraiment, je dirais, de faire le jeu des 24, la règle de 80-20 et voilà, de vraiment automatiser le maximum de fonctionnalités métiers, de périmètre métier, et vraiment de gagner en efficacité sur les tests. Parce que vraiment, il y avait une nébuleuse, il y avait un peu des choses inconnues. Voilà, tout le monde ne connaissait pas le système, tout ça. Donc, il y avait eu pas mal de CRUD, des choses comme ça à mettre en place, vraiment pour Et ça solidifier quelque permettait de remettre en place le référentiel de test voilà, pour après. voilà, remettre quelque chose, une structure de base vraiment solide. C'est vraiment le contrat, parce que Ouais, voilà, quand on ouais, n'a rien en place, il faut mettre ça en place, il faut avoir une structure. Et après, on peut ambitionner, je dirais, d'automatiser les parcours utilisateurs. Parce que si on veut automatiser les parcours utilisateurs sans avoir au préalable gérer tout ce qui est legacy et tout ce qui est, je dirais, on va dire, fonctionnalité globale de l'application, ça va pas avoir, il va y avoir des impacts et ça va pas être bon. Enfin, moi, c'est par expérience, c'est ce que j'ai constaté. D'accord. Donc voilà. Ouais. Ok, bah donc comment tu as pu respecter ces engagements sur ces deux TRA du coup? Alors, il y avait besoin d'une petite révolution dans les rôles, les missions dans l'organisation, parce que c'est compliqué quand on a d'un côté une exigence au niveau d'une roadmap et une autre aussi au niveau de, je dirais, d'agrégation de nouvelles ressources. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, moi, j'ai réattribué un peu le rôle des QA fonctionnels qui étaient un petit peu trop, je dirais, dans le manuel et qui étaient un peu trop dans l'exécution. Et je me suis dit, c'est quand même des gens qui connaissent l'application, qui connaissent le sujet, qui connaissent le métier. Et on va leur redonner un petit peu plus d'importance, parce que c'est vrai qu'ils étaient un petit peu en fin de course au niveau de la motivation. Donc, c'était important pour qu'on puisse intégrer et faire une équipe solide et faire un bon onboarding des ressources qu'on avait au niveau des TRA, enfin, de redonner de l'énergie aux testeurs fonctionnels et puis leur redonner un rôle un peu plus pertinent par rapport voilà, à l'organisation. Donc voilà, j'ai aussi, donc, in fine, cela se passait par l'intégration, parce que vu qu'ils participaient pas à tous les cérémoniaux, moi, en tant que responsable de l'équipe QA, j'ai imposé aux autres responsables de service ou d'équipe que les personnes de mon service participaient désormais à tous les sujets qui leur étaient normalement rattachés. Il y avait 6 grandes équipes, comme je vous parlais tout à l'heure. Il y avait 3 sujets métiers. Pour chaque sujet métier, j'ai pris un QA fonctionnel et je l'ai mis comme, on va dire, KI tester, donc personne à contacter au niveau de l'équipe QA. Elle était intégrée à partir de là dans toutes les cérémonies qui étaient associées à ces parties thématiques métiers. Donc, voilà. J'ai aussi intégré l'équipe DevOps, un rapport avec l'équipe TRA, parce que une TRA, pour qu'elle puisse bien travailler, il faut qu'elle ait une plateforme QA de bonne qualité. Et donc, j'ai intégré les DevOps un peu plus de l'entreprise, les ressources DevOps, parce qu'on est une plateforme dédiée à jour et disposant de jeux de tests pertinents à chaque sprint, mais aussi, je dirais, de façon plus globale, d'avoir quelque chose de solide, qu'il y ait des interlocuteurs en face pour la TRA, du moment qu'il y a un problème de test, un problème technique, un problème de structure, etc., sur les plateformes. Donc voilà, j'ai intégré l'équipe DevOps dans notre QA Engineering, comme je dit. Après, là, c'était plus de la rôle de gestion, on va dire, de rôle de chef de service, qui met en place des réunions hebdomadaires entre moi, les analystes et les chefs de projet, parce qu'on parle on va dire, de lead dev, on parle en agilité, on parle de lead QA, etc. Mais on oublie souvent les chefs de projet qui sont à côté, qui sont avec les clients. Donc, eux aussi participaient, hein, parce que c'est eux qui connaissent les besoins avant les PO. Donc, c'était intéressant d'avoir
un retour sur le terrain, du terrain, des gens qui pouvaient faire les déploiements chez les clients. Donc, je les intégrais aussi dans les réunions hebdomadaires. Je faisais un point toutes les semaines pour que justement les TRA puissent avoir le maximum d'informations. Parce que souvent, il y a quand même un filtre qui est fait entre déjà les équipes qu'on peut avoir en interne, puis en plus la TRA, mais on y viendra après. Et pour moi, c'était important. J'ai intégré les ressources TRA dans les équipes de dev, BD. Hein. Pour moi, il ne fallait pas que ce soit on fasse qu'il y ait un goulot d'étranglement lié à notre équipe, c'est-à-dire que les devs communiquent aux analystes QA qui eux communiquent aux automaticiens. Donc non, ce n'était pas envisageable. Donc moi, je les ai directement intégrés. C'était pour moi, ils faisaient pour moi partie intégrante de l'équipe. J'avais juste un employeur différent, un contrat différent, mais pour moi, je les ai intégrés complètement dans l'équipe pour qu'ils puissent, je dirais, avoir plus d'agilité et plus. C'est indispensable si on veut réussir l'intégration d'une TRA. En dehors de tout ce qui est contractuel. Hein. Et là, je parle plus du côté humain, la mission à l'organisation. Et évidemment, tous les jours, on discutait. Je faisais un daily tous les jours avec eux pour pouvoir. Voilà. Alors, je vais aller très vite sur ça. Pour répondre donc aux besoins besoins global liés comme je vous disais tout à l'heure, la certification, aux besoins aussi d'urgence de tester tout ce qui est legacy, etc. On a revu avec la TRA déjà en place l'allotissement des tests de non-régression. Il y avait un projet d'automatisation qui était déjà en place, mais on a revu donc tout ça on a revu tous les besoins pour surtout prendre en compte les besoins métiers les plus urgents à automatiser. Alors, pour la partie technique, c'était du Unity et du Groovy, hein, rien de nouveau. Rien de, je dirais que c'était pas forcément le mieux à l'époque, mais bon, il y avait ça en place. Donc, on a revu le lotissement. On ne pouvait pas envisager de changer, il y avait une urgence. Ce travail, il n'avait pas été fait. La TNR qui est automatisée était un peu mis de côté. Il y avait pas, quand on remontait des problèmes, des blocages, ça n'était pas pris en compte. Il n'y avait pas vraiment de personnes. Ou alors, c'était le CTO qui s'en occupait, mais le CTO n'avait plus de disponibilité, donc elle était un petit peu mise. Voilà. Elle développait, elle était en relation avec les testeurs, mais il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas les ressources qui pouvaient leur être nécessaires. Ils n'avaient pas les points d'entrée, et donc c'est grâce à j'ai essayé de les aider là-dessus. Et donc, il y avait de l'allotissement sur les tests en régression, mais ça ne suffisait pas. Il y avait tout ce qui est, on va dire, les nouvelles fonctionnalités. Et il y avait besoin de ressources. Il y avait besoin de recruter des ressources pour couvrir la charge d'automatisation à la fois là-dessus, sur la TNR, pour augmenter la capacité, mais aussi la roadmap produit global. Donc, j'ai procédé à des recrutements dans les TRA, à la fois dans la TRA qui était basée en Tunisie et dans une nouvelle TRA qui elle-même était basée en Bulgarie. Donc, il y avait de l'anglais, du français, c'est un peu particulier. Et pour qu'une TRA puisse bien travailler, il faut qu'elle puisse tout tester. Hein, pour moi, quand on demande de tout tester, il faut qu'elle puisse en avoir la possibilité. Et donc, il y a un projet de bouchonnage qui a été. J'ai initié un projet de bouchonnage et j'ai initié aussi une redéfinition, une restructuration du patrimoine de tests. Ça rejoint exactement ce que tu disais avant quand je parlais de 100% de tests de non-régression automatisés. Enfin, pour ça, en fait, ça permettait à la fin de restructurer, de revoir le patrimoine de tests par rapport à tout ce qu'on avait, qui avait été fait avant, qui était pertinent, etc., etc. Et à côté de ça, il y a eu des développements qui étaient initiés au niveau des équipes de dev pour remplacer toute la partie matérielle, etc., etc. Voilà. Donc ça a été l'organisation que j'ai mis en place avec les TRA pour les intégrer. D'accord. Voilà. Alors, effectivement, il y a une question qui se pose souvent, c'est comment on mesure un petit peu le travail des équipes. Donc, quel KPI, toi, tu as décidé d'utiliser sur ton projet? Alors, moi, les KPI que j'ai mis en place, hein, c'est pas des. C'est mes KPI, j'ai mis des noms à moi. Hein. Je n'ai pas forcément pris des choses qui existent, j'ai fait ça à ma façon. Je peux bien le dire. Hein. Alors, si vous voyez des noms, c'est surtout la définition qui importe, plus que le nom. Non, il y a pas, de toute façon, le KPI, il n'y a pas de Ouais. choses Ouais, mais, standardisées. Donc, c'est voilà. Bon, des fois, vraiment. il y a des KPI qu'on peut retrouver quand même souvent, des KPI assez communs. Mais voilà. Donc, moi, j'ai mis un premier KPI qui me permettait de mesurer le rendement entre le prévu et le réalisé. C'est-à-dire que, en fait, on se donnait un contrat, on disait, voilà, au début, on disait, on va automatiser. L'analyste QA avant de l'automatisation ou l'automatisien, il disait, voilà, on va pouvoir automatiser ça, automatiser ça, automatiser ça.
Puis on se rendait compte, au fil de l'eau, qu'il y avait des bugs, qu'il y avait des retours après le développement, et donc ça nous permettait de mesurer ce qu'on avait envisagé, et au final, ce qui avait été automatisé. Ben, Donc, ça permettait vraiment de mesurer. un pourcentage d'objectifs atteints en Voilà, termes exactement. Ça permettait de voir un petit peu si le périmètre qu'avait appréhendé la TRA était pertinent et s'il n'y avait pas des éléments qui manquaient du côté des clients, donc nous, ou du côté de la TRA. Et pas de questions posées ou en problème de compétences. Donc ça permettait quand même de voir déjà une certaine efficacité. Alors ensuite, le deuxième KPI que j'ai mis en place, c'était plus, alors là, c'était plus de la justesse qui permettait en fait de voir l'évolution et l'onboarding de la partie métier, puis la compréhension des ressources, des besoins métiers, etc. Entre le temps estimé pour faire l'automatisation des tests et entre guillemets, ce qui était réalisé. Donc, divisé par le temps réalisé. C'est plutôt l'inverse, d'ailleurs. Le temps estimé, sinon ça ne va pas. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc, c'est le temps réalisé sur le temps estimé. Comme ça, en fait, plus c'est loin de 1, enfin, c'est quelque chose assez habituel. Hein. C'est pour savoir l'estimation, si c'est supérieur à 1, si c'est... Voilà, c'est pas bon. Donc, du coup, quand c'est en dessous de 1, plutôt, il faut s'améliorer. C'est pas possible que ce soit en dessous de 1. Il y a quelque chose qui va pas. C'était un delta, celui-là. C'était pas un divisé, c'était une erreur de la part. Donc voilà, en fait, le temps estimé et le temps réalisation, c'est un moins, c'est pas un divisé. Voilà, il faudra bien prendre en compte quand vous relirez la vidéo. C'est pas divisé, c'est moins. Donc en fait, voilà, c'est un delta qui nous permet de voir en fait qu'il y a vraiment eu un écart entre ce qu'on avait estimé et ce qui a été réalisé. Après, on peut se pencher à partir de là, sur cet indicateur-là, ce KPI-là, et mais pourquoi on en est arrivé là? C'est un problème d'information, c'est un problème de compétences, c'est un problème. Voilà. Ça permet de débattre sur les sujets, etc. Euh, Après, un troisième KPI qui peut pas paraître proche, mais c'est pas tout à fait pareil, c'est la vélocité. C'est-à-dire qu'on s'est engagé sur une date et on peut la dépasser. Ça n'a pas forcément à voir avec le temps de réalisation et le temps estimé, parce il peut y avoir des contraintes en fait, de démarrage de la livraison. Donc, si par exemple on a les informations de la part de l'équipe de dev au dernier moment, et si aussi la TRA n'a pas forcément demandé au bon moment ou qu'elle n'a pas été assez efficace dans sa communication, que ça se mesure, et bien à partir de là, quand on a cet écart-là, on regroupe la TRA, on regroupe les devs sur le sujet, on dit qu'est-ce qui s'est passé, et ça nous permet de voir un petit peu de comment s'améliorer, toujours dans un but amélioratif, hein, toujours d'amélioration continue. Hein. C'est pas des Donc pas ça, des de toute KPI. façon, c'est des Ouais, KPI plutôt orientés sur de la TRA, automatisation de tests, hein, quand même. exactement, exactement. Mais Ça, c'est un commentaire ça, qu'on peut faire. ouais, Sur ouais. une TRA où l'objectif principal n'est pas que l'automatisation, mais vraiment l'exploitation Ça peut être, globale, on les peut, KPI peuvent être un peu différents. Ouais. voilà, on peut enlever auto, hein, automatisé, mais ça peut se reproduire. Il y en a beaucoup plus. Hein, je ne sais pas tous mis parce que pour moi, on peut en mettre énormément. J'en ai mis énormément en place pour la partie globale du test. Mais moi, là, je me suis focalisé vraiment sur la partie auto parce que c'est vrai que quand on arrive et qu'il n'y a rien d'automatisé, il faut mettre des choses, des KPI les plus basiques pour pouvoir mesurer déjà un peu dès le départ le maximum Mhm. d'éléments. Après, Voilà. il y a Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas fini, parce qu'il y a la partie efficacité, donc vraiment purement La suite, ouais. quantitatif, et après on va dire un peu plus qualitatif. Hein. D'accord. Donc à partir, pardon, excusez-moi, non, ouais, robotisation. Ouais, alors j'ai mis d'autres KPI en place qui me permettaient de mesurer donc le taux d'automatisation. Quand je parle de taux d'automatisation, c'était non pas le cas de test automatisé sur le alors, pour faire simple, excusez-moi, j'ai toujours un petit peu de mal à expliquer celui-là. Euh, Se faire en peiner de fait, mesurer le taux c'est d'automatisation. sur l'ensemble des cas de tests qui Ouais, sont automatisables, ceux que tu as automatisés. exactement, l'ensemble, voilà. Par sprint, mais aussi sur l'ensemble, en fait, sur le contrat, vraiment l'ensemble du sprint. Et non pas, en avant, si on regarde le premier KPI, sur le toto. Là, on parlait sur le premier, sur l'ensemble des tests manuels et automatisés, et là, on parle uniquement d'automatisation. Donc là, c'est vraiment plus spécifique à l'automatisation. Ensuite, voir un petit peu, je dirais, la progression d'automatisation par rapport à l'ensemble des tests qui sont effectués sur un sprint, le pourcentage d'automatisation, et puis je dirais quels tests sont rejoués, qui sont par rapport aux besoins qui sont exprimés lors des changements,
Est-ce qu'il y en a certains qui sont des jeux automatisés, qui sont joués, etc. Ça permet de voir un petit peu l'évolution, on va dire, de l'automatisation du patrimoine de test qui a déjà été développé au préalable. Et ça permet, voilà, en mesurant le nombre de tests auto, sprint sur le nombre d'exécutions de tests auto, de voir s'il y en a certains qui sont déjà développés et de voir l'évolution. Et quand, à la fin d'un sprint, en voyant ça, on peut se dire, ben, je vais faire en priorité ces tests-là, revoir un petit peu le sprint qu'on a aussi au niveau, on va dire, la stack globale et les lots, au fur et à mesure, pour se dire, ben voilà, régulièrement, j'ai ces tests qui sont manuels, et ben, je vais essayer de les automatiser. Et ça permet de voir l'augmentation par la suite. Ensuite, un bug plus criticité. Alors là, j'ai mesuré le taux de criticité de l'ensemble des bugs rencontrés dans la phase de testing et du sprint. C'était un KPI un peu particulier qui était découpé on va dire, par criticité et en fait, c'était un petit camembert qui permettait de voir le type de bug, la criticité. Et voilà, c'était un nombre de bugs détectés par utilisation par criticité sur un nombre total. Donc, il y avait par exemple 5 niveaux de criticité, il y avait 5 KPI qui correspondaient à chacune des criticités. Donc, c'était pour moi un KPI important qui permettait surtout par la suite de se dire quel test je vais automatiser, quels tests de non-régression ont été critiques durant ce sprint-là et qui sont automatisés, etc. Donc, ça me permettait par rapport à ces bugs qu'on pouvait détecter par l'automatisation, de se dire, voilà, c'était pertinent par la suite, ou il n'y en a pas eu assez, c'était que des TNR pas vraiment critiques, donc on va peut-être s'orienter sur d'autres qui sont revoir par rapport aux bugs critiques qu'on a avant, les re-automatiser, etc. Donc c'est un jeu qui permet de voir à la fois l'efficacité et la criticité des bugs détectés par l'automatisation. Tous ces KPI, c'est un peu complexe, hein, mais c'est difficile quand on arrive d'avoir vraiment quelque chose qui permet de mesurer rapidement et de voir un petit peu l'état de l'art pour avoir vraiment, parce que moi j'avais des contraintes vraiment de temps réduit. Donc voilà. Donc en résumé, voilà, je ne vais pas revenir à ce que je viens de dire. Hein. Le robotisable permet de voir le pourcentage de taux automatisable, la prévision, l'efficacité, la vélocité, le taux d'automatisation, le poids et l'intérêt de l'automatisation pour l'exécution. Et le dernier il permet de vérifier la qualité des changements et la créativité des bugs constatés par l'automatisation. Toujours, hein. Ces 6 KPI-là, ils étaient appliqués à l'automatisation. Et il permettait de mesurer un peu l'efficacité de la TRA et aussi, ça nous permet aussi, pour le côté client, de voir ce qu'on faisait mal aussi. Okay. Voilà. C'est pas... Plus, il y avait des KPI. Je te laisse parler. Oui, alors là, c'est une question Donc là, un peu ce que tu on parle dis. de KPI, mais il y a aussi des Euh, indicateurs. Donc là, c'est plus des indicateurs globaux. Hein. C'était pas vraiment la même chose euh, que les KPI. Ce que j'ai mis en place, c'était des indicateurs qui étaient plus sur l'ensemble de la stack de test, donc à la fois sur la partie automatisation et aussi sur les... Ah, j'ai un problème de connexion Internet, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Par contre, voilà, Allô? oui, tu Allô? nous entends là? Vous m'entendez? On t'entend, mais c'est ton image qui est gelée. Ah. Tu peux Est-ce que vous continuer. m'entendez? Vas-y, continue, Julien, Ouais, continue d'abord. ouais, Vas-y. ouais. J'ai un petit problème de connexion Internet. Donc voilà, donc c'est le premier indicateur que j'ai mis, c'est des indicateurs pour optimiser les objectifs. C'est un rapport sur les dates réelles de démarrage, sur les dates prévues, quelque chose de plutôt courant, hein, qu'on retrouve assez couramment. Un indicateur qui me permettait de maîtriser la deadline, date de fin estimée, date de fin prévue. Ça me permet de revoir le contenu et d'augmenter les ressources selon les besoins. Voilà, si je constatais qu'il y avait des écarts. Maîtriser la capacité aussi, temps de réalisation par ressource sur le temps prévu par tâche traitée. La granularité de la deadline, et quand je dis granularité, c'est-à-dire une tâche spécifique liée au cas de test et au scénario de test qui avait été prévu. Et donc là, ça me permettait de réattribuer, s'il y avait des lacunes au niveau métier, les tâches aux uns aux autres pendant les sprints. Un indicateur qui était plus sur la couverture des exigences. Donc là, en fait, ça permettait de voir la courbe de progression sur les objectifs finaux et de réajuster un petit peu si on voyait qu'il y avait une perte d'efficacité,
voilà, de vélocité, et d'augmenter, de réajuster toujours, comme j'ai dit avant. Julien, on va essayer Ouais, d'avancer dans le sens où il voilà. reste 2 minutes pour finir Ouais. sur 13 heures. Voilà. Voilà, mais j'avais presque fini, j'en ai presque fini là. Ouais, ouais. Voilà. Donc, Prenez un petit peu de temps pour s'il y a oui, une oui, oui, question il à n'y a la aucun fin. problème. Voilà, je vais aller très vite. Voilà. Donc, après, voilà, trois autres indicateurs, c'est la Ok, qualité de la les gens plateforme, pourront voir dans la vidéo, voilà, hein. vous On va pourrez pas revoir expliquer. l'interaction des équipes et la maîtrise de la capacité. Vous Ok. pouvez voir, tout est écrit, tout est là. Alors, quel conseil je peux donner rapidement? 5 pièges à éviter, on va dire. C'est surtout de ne pas faire de la rétention d'informations quand on a des PRA. C'est vraiment très, 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 très peu productif, hein, parce que c'est souvent le problème qu'on a, hein. Même si on signe des choses, on s'engage sur des choses, et ben, au final, les gens sont un petit peu laissés à l'abandon. On ne leur donne pas d'informations, quand ils en demandent, on ne leur donne pas. Ça, c'est vraiment négatif. On perd de l'argent parce qu'on s'engage avec. Et puis, je dirais, on ne respecte pas non plus les ressources parce qu'il y a quand même il y a des humains derrière. Pour moi, c'est super important. Donc, mettre les ressources, parce que ça se prévoit pas, on ne dit pas, voilà, on va prendre une TRA et ils vont tout faire, etc. Il faut aussi se poser les bonnes questions, mettre en place auparavant, se dire, voilà, comment je vais travailler avec les RA, qu'est-ce que je veux, où je veux aller, et est-ce que j'ai besoin d'une TRA ou pas. Donc, du coup, et derrière, ça va inclure un onboarding, on va réfléchir comment on va les intégrer. Et donc, ça, c'est hyper important. C'est vraiment, je dirais, c'est un piège à éviter parce qu'on souvent, on ne met pas ça en place. Et il y a un piège aussi qu'il faut éviter, c'est de ne pas définir clairement le périmètre et les attentes de chacun et de les contractualiser. Il y a des fois des flux artistiques qu'on peut avoir avec le TRA qui fait que il y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas faites et qu'on nous attend. On se dit c'est logique que tu es client, mais c'est pas dans le contrat. Bon ben voilà. Non, Il mais faut ça, c'est vrai éclaircir tout ça. Ouais, on l'a vu sur plusieurs projets, les ouais. problématiques d'onboarding, plus les projets sont gros pour comprendre qui fait quoi, etc. Des fois, c'est mal géré, ça Mais peut prendre des semaines, c'est c'est au catastrophique. client, vraiment, c'est au client vraiment je dirais, de mettre du pied à l'étrier. C'est vraiment à L'onboarding, lui. c'est pas simplement avoir une présentation du projet, c'est Ouais, définir quelles sont les bonnes pratiques qu'on décide d'utiliser sur ce projet. ouais, Est-ce qu'on fait du BDD ou pas? En test automation, on utilise, je sais pas, Robot Framework, par exemple. Quelles sont les bonnes pratiques que je veux que l'équipe respecte sur Robot Framework dans le codage? Il doit avoir des supports, il doit avoir des vidéos de présentation, il doit avoir des choses comme ça. Donc, il y a des outils de gestion d'onboarding, des outils de formation en ligne aussi. Donc, nous, côté All Fortes, on travaille sur ce sujet-là. On a même développé une plateforme qui s'appelle Upskill for IT, qui n'est pas propre à All Fortes, hein, mais qui est vraiment là pour faciliter l'onboarding sur les gros projets et que chaque nouveau entrant ait une présentation des bonnes pratiques à respecter, qu'il soit PO, Dev ou QA. Et ça évite au lead de projet de toujours devoir récupérer ou représenter les mêmes choses en synchrone. Ça peut se faire en asynchrone. Donc, si vous avez des projets d'externalisation, quels qu'ils soient, du moment qu'on va dire qu'il y a une dizaine de personnes, l'aspect artisanal ne peut plus suffire. Il faut vraiment prévoir des outils de l'onboarding un peu industrialisés. Je pense qu'il faut vraiment l'intégrer d'une manière générale. et créer des indicateurs. Voilà. Puis, Ouais. surtout, ne pas hésiter à ajuster les besoins. Et puis, voilà, c'est surtout ça, quoi, hein, parce qu'on laisse traîner des choses. Souvent, moi, l'expérience que j'ai, c'est qu'il y a des choses qui ont traîné, qui ont vraiment eu un impact négatif quand je suis arrivé. Il fallait vraiment tout remettre d'aplomb et, comme tu disais, mettre en place des solutions, industrialiser un petit peu l'onboarding, etc. De toute façon, ces bonnes pratiques, voilà, on les définit en début de projet, mais à chaque sprint, il faut faire une revue, hein. Mm. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas Ça marché, marche. est-ce qu'on modifie les bonnes pratiques, comment on les fait perdurer. Mm. C'est vrai qu'une approche outillée est intéressante. On travaille avec des outils comme Promise, qui est une startup qui est sur Bordeaux, qui nous aide à faire ça. Donc, on les intègre maintenant dans nos TMA, dans nos TRA, pour formaliser les bonnes pratiques, notamment sur le test automation, directement dans l'IDE de développement. Donc, on peut taguer le code, ça, est-ce que c'est une bonne pratique ou pas, lié à des outils, que ce soit du Cypress, du robot, à des langages, du Python, du JavaScript. Et donc, ça, c'est vraiment beaucoup plus puissant que tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Et c'est des pistes intéressantes sur vos projets, la gestion des bonnes pratiques. Voilà. On va passer directement, voilà, questions, je pense. On peut passer Oui, directement aux bon, voilà, questions. il y a le compte là. Si vous avez vraiment des questions, vous pouvez nous envoyer un petit mail, hein, sur Julien Toll Fortes et puis on vous répondra, ou si vous avez besoin de vous accompagne sur ces thématiques. Sur les questions-réponses, ben, je te laisse. J'en vois deux apparaître, moi, mais il y en a peut-être aussi côté discuter. Donc, Alors, vous écrit, je pense avoir plus sur la stratégie test d'application mobile. Alors,
Je peux répéter la question, je n'ai pas bien entendu. J'ai écrit, quelqu'un qui m'a posé la question, puis-je en savoir plus de la stratégie de test d'application mobile? Alors, ça ferait l'objet d'une discussion qui pourrait durer, je pense, plus d'une demi-heure. Donc, peut-être que le mieux, c'est de me contacter sur LinkedIn et on pourra échanger là-dessus, sur le sujet. Bon, ce qu'on peut noter, enfin, je peux juste faire quand même une petite réponse, c'est que les tests mobiles, effectivement, il y a certaines différences par rapport aux tests web. Donc, il y a des familles de tests qui sont propres aux mobiles qui n'existent pas sur du web. Je peux prendre des exemples concrets, c'est par exemple les tests d'interruption. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en train d'utiliser mon application, que le téléphone se met à sonner, etc. Il y a les problématiques de combinatoire de tests qui sont bien plus importantes sur le mobile. Donc, il faut définir les mobiles sur lesquels vous voulez tester, qui soient représentatifs de vos users. Donc, ça, c'est à voir avec votre marketing dans l'analytique. Moi, mes users, à l'instant T, ils utilisent quel device, dans quel pays, et adapter vos devices de texte à ce qui se rapproche le plus de vos clients. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, mais sur notre site, on a déjà ça sur le blog All4Test. Vous allez pouvoir trouver ça, stratégie de test mobile. Et pour l'automatisation des tests, c'est aussi des outils différents. C'est bien plus complexe. Automatiser des tests sur iOS, c'est des fois un peu une galère. Donc, ça aussi, ça peut justifier d'externaliser vos tests. L'automatisation des tests mobiles, les terrains mobiles, c'est très complexe en termes d'outils, de maintenance des scripts. Donc, plutôt que de vouloir monter une équipe des fois en interne, c'est pertinent ça peut être pertinent d'externaliser. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions après. Oui, j'ai une autre question qui demandait le choix de la panoplie d'appareils Android ou iOS. Alors, la solution qui était déployée était à la fois partie full web, une partie web, une partie des applications qui étaient en effet déployées sur des Android et des iOS. Mais la plupart une partie application pour les clients et une partie pour les conducteurs. Donc, les conducteurs, c'était plus de l'Android. Et pour les clients, c'était plus universel, Android et iOS. Donc, voilà, pour répondre à la question. Oui, souvent sur iOS, Apple impose de mettre à jour, d'upgrader l'OS, alors que sur Android, des fois, on a des N-2, N-3, des versions un peu plus anciennes. Donc, dans la stratégie d'automatisation, il faut le prendre en compte, voir s'il y a un enjeu ou pas à vérifier que l'application marche bien sur des anciens modèles. Ça, c'est plus proche à Android souvent. Très bien. Sinon, je n'ai pas d'autres questions. Moi, je vois d'autres questions. questions, donc je vais les prendre si tu ne les vois pas. Ouais. Peut-être pas dans le même endroit, parce que c'est réparti. Pour y dire plus sur l'outil X-Ray. Donc, l'outil X-Ray, c'est un plugin Jira, en fait. Et Jira n'est pas fait nativement pour gérer les plans de test. On peut le faire, mais c'est un peu problématique. Donc, c'est un outil que vous installez qui est natif, entre guillemets, avec Jira. Voilà. Qui est un outil de gestion de campagne de test manuelle, hein, pas de test automatisé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, ça pose une question sur l'automatisation de la partie mobile. La partie mobile, en fait, il y avait, comme je le disais tout à l'heure, il y avait une partie donc, qui était automatisée, en l'occurrence, oui, avec Appium pour la partie mobile. Et derrière, c'était du Java et du Groovy pour tout ce qui est, pour jouer il n'y avait pas de robot framework, c'était du Java derrière, avec du JUnit et du Groovy. Enfin, pas oui, Groovy, du JUnit avec du Java pour automatiser. C'était pas du robot framework. C'était vraiment pour automatiser la partie mobile, est-ce que vous automatisez vos API avec Appium ou un langage de programmation comme Java c'est ça. C'était ça. Là, il y a un mélange entre outils et langage. C'est pas vraiment la même chose. De manière générale, hein, le Appium, en fait, c'est un plugin qui se met sur Selenium, qui permet de commander les mobiles à distance pour lancer les actions, tout simplement. Vous pouvez le faire, vous pouvez connecter vos mobiles sur un serveur et prendre la main à distance. Aujourd'hui, il existe aussi des solutions de test dans le cloud. Donc, si vous n'avez pas tous les mobiles dont vous avez besoin, vous pouvez vous connecter à des mobiles dans le cloud et payer à l'heure de connexion, par exemple. Donc ça, c'est aussi une approche qui peut être utilisée, qui est un peu coûteuse, mais qui peut vous permettre de vous dépanner dès que vous sortez de votre cœur de cible en termes de device, de dire tiens, j'ai besoin de tester sur un truc un peu exotique et je vais prendre 2-3 heures de connexion sur tel ou tel outil. Mais il faut le prévoir dans votre plateforme de test dès le départ.
Quel outil vous préconisez pour automatiser une appli mobile? Pour Ça, automatiser les c'est tests, pas la même question, hein. Ouais, voilà. De toute façon, en open source, c'est principalement Appium. Après, il y a des outils qui sont payants, hein. Il y a ça chez du Microfocus, sur du Smart Beer. Voilà. ouais, il y a aussi. Est-ce qu'on a loupé d'autres questions? Je ne crois Non. pas. Je crois pas. Ok, ben on a à peu près tenu les délais, donc c'est top. On va vous libérer pour aller déjeuner. Merci de votre temps. On reste connecté si vous avez des questions complémentaires et si vous avez besoin de support sur ces thématiques-là, les deux Juliens, entre guillemets, on est à votre disposition pour vous aider. Merci à vous d'avoir été là et je vous remercie. Je remercie Elfortes de m'avoir laissé l'occasion de m'exprimer, de vous faire un petit Avec retour plaisir. d'expérience. Oui, c'est bien d'avoir une vision externe aussi. Même si c'est mon premier, il faut être un peu indulgent, hein, je ne suis pas non plus un expert. Ça m'améliorera au prochain peut-être. Ça va, c'est pas mal. Merci à tous. Merci.